Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons enfin voir ce que sont les modules, les packages, comment créer nos propres modules et plus important encore, nous allons voir comment importer des modules externes, ce qui va nous donner accès à une infinité de fonctionnalités possibles. Vous êtes prêts? C'est parti! Très bien, imaginez que vous ayez écrit un programme qui contienne deux fonctions, une fonction Fibonacci et une fonction classée. Ce fichier qui contient tout votre code, il est enregistré quelque part sur le disque dur de votre ordinateur. Eh bien, dans l'univers de Python, d'un point de vue vocabulaire, ce fichier, c'est ce qu'on appelle un module. Maintenant, imaginez que vous commencez à travailler sur un nouveau projet. Pour ça, vous créez un nouveau fichier, et ce fichier, vous l'enregistrez peut-être sous le nom de projet_2, et du coup, vous vous retrouvez avec deux fichiers Python sur votre disque dur. Maintenant, imaginez que dans ce nouveau projet, vous ayez besoin de la fonction Fibonacci et de la fonction classée que vous avez déjà codée dans votre premier module. Alors, ce que vous pourriez faire, ce serait de tout bêtement copier-coller vos deux fonctions dans votre nouveau projet, mais vous vous doutez bien que faire ce genre de choses, c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que si maintenant vous avez besoin de changer votre fonction Fibonacci, eh bien vous allez devoir la changer dans deux modules différents. Donc imaginez le désastre si vous avez copié-collé cette fonction à travers des milliers de modules. Donc au lieu de copier-coller nos fonctions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer dans notre nouveau programme le module projet_1. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande import, puis on va écrire projet_1. Une fois qu'on a écrit cette ligne, on peut accéder à toutes les fonctions, à toutes les classes, à toutes les variables que l'on aurait définies dans notre module projet_1. Pour y parvenir, c'est très simple. On commence par écrire le nom de notre module, donc projet1, ensuite on écrit point, et ensuite on nous demande quelle est la fonction de projet1 que l'on désire utiliser. Par exemple, nous on veut utiliser la fonction Fibonacci. Ensuite, on peut ouvrir les parenthèses pour écrire l'argument qu'on doit passer dans la fonction Fibonacci. Et notre fonction Fibonacci, si on a un doute sur ce qu'elle nous retourne, eh bien on peut faire clic droit, go to definition, et là, Spider nous renvoie à la source même où a été définie fonction Fibonacci. Donc ça peut être pratique lorsque vous avez beaucoup de modules. Et là, on voit que Fibonacci, ça nous retourne Fib, qui est une liste. Donc, je vais enregistrer dans une liste le résultat de la fonction Fibonacci. Maintenant, je peux exécuter mon code, et à ce moment-là, on voit que dans l'explorateur de variables, on a notre liste qui contient tous les éléments de la suite de Fibonacci jusqu'à 50. Après avoir exécuté notre code, on remarque aussi que dans notre répertoire de travail, on a un nouveau dossier qui est arrivé, qui s'appelle PyCache, et ce dossier, vous n'avez pas vraiment besoin de vous en occuper, il permet simplement de créer les connexions entre vos différents modules. Donc voilà comment créer des modules et importer certaines fonctionnalités depuis nos modules. Maintenant, on va un petit peu plus parler de la commande import. Quand on écrit import, on peut aussi donner un surnom au module qu'on veut importer. Par exemple, import projet1, je peux l'appeler P1. Et à ce moment-là, je vais remplacer projet1 par P1 et mon code marchera tout aussi bien. Donc c'est une façon de gagner du temps et d'écrire notre code de façon plus courte. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, c'est d'importer seulement certaines fonctions, certaines classes ou certaines variables qui nous viendraient d'un module. Ça peut être pratique lorsqu'on a un module extrêmement long qui contient beaucoup de données. Et on ne veut pas tout importer parce que ça peut ralentir la performance de notre machine. Pour ça, au lieu d'écrire import projet1, on va écrire from projet1, import, et puis là, on va choisir le nom de la fonction qu'on veut importer. Par exemple, la fonction Fibonacci. Donc, après avoir écrit ça, je peux immédiatement utiliser la fonction Fibonacci. Je n'ai plus besoin d'écrire P1.Fibonacci. Une dernière chose à savoir, c'est que si on veut importer tout ce qui existe dans un module, alors on écrit import étoile. Parce que étoile, en Python, ça veut dire all. Donc, import all. Donc après avoir écrit ça, je peux utiliser la fonction Fibonacci, mais je peux aussi utiliser la fonction classée. Vous voyez qu'elle m'est proposée là, lorsque j'utilise la touche Tab. Donc voilà comment importer nos propres modules dans nos propres projets. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'importer des modules qui existent déjà, des modules que l'on n'aurait pas écrits nous-mêmes. Du coup, ça nous donne instantanément accès à des milliers, des millions de fonctions qui ont été écrites par d'autres personnes.
Donc là, je suis en ce moment même sur la documentation officielle de Python. Encore une fois, je vous laisse un lien vers cette adresse dans la description de la vidéo et sur mon blog. Et sur ce lien, vous pouvez voir qu'il existe des centaines de modules avec chacun ses propres fonctionnalités, ses propres variables, ses propres classes. Donc, on a vraiment accès à énormément d'outils lorsqu'on veut développer en Python. On va avoir des modules pour travailler avec le format JSON, on va avoir des modules qui nous permettent de faire des entrées-sorties, on va avoir des modules qui nous permettent de travailler avec de l'HTML. Et ça, c'est que pour les modules de base qui sont compris dans Python. Quand on va dans Anaconda et qu'on se balade dans l'environnement, là, on va voir tout plein de modules et même de packages qui sont compris dans Anaconda et qui nous permettent de faire du data science, parmi lesquels on va trouver NumPy ou SciPy ou Matplotlib. D'ailleurs, c'est le moment parfait pour vous expliquer la différence entre un module et un package. Un module, comme on vient de le voir, c'est un document qui contient du code. Eh bien, la façon qu'on a de mettre de l'ordre dans tous ces modules, c'est de les regrouper en package. Donc un package, c'est juste un paquet de différents modules. Par exemple, un package extrêmement connu, c'est le package Matplotlib. Matplotlib, c'est pas un module, c'est un package. Et ce package comprend différents modules, dont l'un d'entre eux qui est pyplot. C'est pour ça qu'au début de beaucoup de code, on écrit import matplotlib.pyplot, parce qu'on veut accéder au module pyplot qui fait partie du package Matplotlib. Si vous ne comprenez pas tout à fait ce dont je parle, vous en faites pas, on va très bientôt en parler dans cette série de vidéos. En attendant, pour cette vidéo, je vous propose de faire le tour des modules de base qui sont les plus importants pour faire de la data science, du machine learning et du deep learning. C'est parti. Donc on va voir le module math, le module random, le module statistics, le module OS, qui signifie operating system, c'est-à-dire que c'est le modèle qui vous permet d'interagir avec votre système d'exploitation. Et pour finir, le module globe. Vous verrez, il est très pratique. C'est parti, commençons par voir ce qu'il y a dans le module math. Donc si on écrit math, point, alors on va voir que ce qu'il y a dans mathématiques, c'est surtout des fonctions comme les fonctions trigonométriques, cosinus, cosinus hyperbolique, on a les sinus, on a les fonctions exponentielles, on va voir évidemment les fonctions logarithmes, on va avoir pi, on va vraiment trouver tout ce qu'on désire pour faire des mathématiques. Donc si par exemple je veux accéder à pi, eh bien je vais faire print math.pi, et si j'exécute mon code, eh bien j'ai la valeur de pi qui s'affiche à l'écran. Donc avec ça, je peux faire beaucoup de mathématiques, donc je peux utiliser la fonction cosinus à l'intérieur avec pi, ce qui du coup me donne moins 1, et si maintenant je fais cosinus de 2 fois pi, ça va nous donner 1. Donc voilà, on a 1. Et maintenant, si on veut faire une exponentielle, on va faire math.exponentielle, et on va faire par exemple, je ne sais pas, exponentielle de 5, ce qui nous donne 148. Bref, vous avez compris, le module math, il nous permet de faire des maths. Maintenant, on va parler du module statistique qui, comme son nom l'indique, nous permet de faire des statistiques. Donc par exemple, avant on a créé une liste, liste 1. Eh bien, si on veut voir quelle est la moyenne de tous les éléments dans cette liste, eh bien on va utiliser la fonction min de notre module statistics. Donc on va utiliser min. Et à l'intérieur, on va faire passer, donc comme c'est indiqué, des données. Donc on va faire passer une liste. Et là, on voit que la moyenne de ma suite de Fibonacci, elle est de 8,8. Si maintenant je veux voir la variance de ma liste, eh bien j'utilise la fonction variance, je fais passer ma liste, et on voit que j'ai une variance de 121, blablabla. Bref, dans Statistics, on trouve beaucoup de fonctionnalités très sympas. Si vous voulez voir rapidement, vous tapez point, et puis là, vous pouvez voir tout ce que vous avez, donc les médianes, les standard deviations, donc l'écart type, etc., etc. Maintenant, on va parler du module random. Random, en anglais, ça veut dire aléatoire. Donc ce module est vraiment sympa pour générer de nombres aléatoires, créer des listes remplies de nombres aléatoires, ou bien choisir aléatoirement un élément dans une liste. Tout ce genre de choses, on peut le faire avec le module random. Donc par exemple, je viens de parler de choisir un élément au hasard dans une liste. Donc pour ça, on utilise la fonction choice du module random. Donc j'écris module.choice. Comme argument, il faut que je passe une séquence, comme on peut voir. Donc on va choisir par exemple notre liste 1. Et si j'exécute notre code, eh bien on a l'élément 3 qui ressort. Maintenant, je peux aussi créer une liste qui comprend des prénoms. Par exemple, je pourrais faire passer une liste qui comprend Jean, Anne et Julie. Donc là, on a une liste de prénoms. Et si j'exécute mon code, j'ai Jean qui ressort. Si je réexécute mon code,
je vais avoir une autre valeur qui ressort, par exemple la valeur Julie. Si je réexécute mon code, j'ai à nouveau Jean, etc., etc. Maintenant, dans la pratique, en data science, machine learning, deep learning, on aime bien avoir de l'aléatoire qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire qu'on peut reproduire. Comme si à chaque fois qu'on lançait les dés, certes le résultat est aléatoire, mais c'est toujours le même résultat. Eh bien, faire ce genre de choses, c'est possible en utilisant random.seed. Et à l'intérieur de cette fonction, on va passer un nombre, quel que soit le nombre. Par exemple, le nombre 0. Eh bien, je vais toujours avoir, par exemple, le prénom Anne qui sort. Donc ça va être Anne, puis Anne, puis Anne. Et donc j'ai toujours Anne en boucle qui sort de mon programme. Maintenant, avec le module random, on peut faire d'autres choses. On peut aussi générer des nombres au hasard. Par exemple, on peut générer un nombre de type float en utilisant random.random. Et ce nombre, il va toujours être compris entre 0 et 1. Donc là, j'aurai 0.75. Et évidemment, si je réexécute mon code, ça va encore être 0.75 puisque j'ai utilisé random seed. Donc là, j'ai de l'aléatoire, mais l'aléatoire se répète toujours de la même manière. Vous l'avez compris. Maintenant, on peut aussi générer des nombres entiers. Donc pour ça, on va utiliser random.randint pour integer. Et à l'intérieur de randint, on voit qu'il faut passer deux arguments, A et B. Donc on va peut-être passer un argument 5 et un argument 10. Et vous verrez que ça nous donne un nombre qui est compris entre 5 et 10. Par exemple, le nombre 8. De la même manière, il y a aussi la fonction roundRange qui nous permet de retourner un integer dans une fourchette de nombres. Par exemple, on va simplement écrire 100. Et là, si j'exécute mon code, j'ai le résultat 5 qui sort de mon code. Maintenant, une autre fonction qui est sympa dans le module random, c'est la fonction sample. La fonction sample, elle nous retourne une liste qui comprend k éléments, et chacun de ces éléments est choisi de façon aléatoire dans une population que l'on donne. Donc par exemple, on va fournir une population range 100, et on va dire qu'on veut 10 éléments dans notre liste. Et donc, si on exécute notre code, là, il y a une liste qui comprend 10 éléments, et tous ces éléments sont compris entre 0 et 100, ils sont choisis au hasard entre 0 et 100. Maintenant, si on voudrait aller encore un peu plus loin, on pourrait combiner la fonction sample avec la fonction roundRange en disant que on veut créer une liste qui comprend un nombre aléatoire d'éléments. Donc je vais écrire random.roundRange et on va dire qu'on veut une liste qui comprenne entre 0 et 10 éléments, un nombre pris complètement au hasard, et cette liste, chacun de ces éléments, il est compris entre 0 et 100. Donc si j'exécute mon code, là j'ai une liste qui comprend 4 éléments, et chacun de ces éléments est compris entre 0 et 100. Voilà, pour finir sur le module random, je vais vous montrer une toute dernière fonction qui est extrêmement utile, c'est la fonction shuffle. Cette fonction, elle nous permet de mélanger aléatoirement les données qu'on aurait dans une structure de données comme une liste par exemple. Donc si je fais passer ma liste de Fibonacci à l'intérieur de la fonction shuffle, que j'exécute mon programme, alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, ma liste de Fibonacci est mélangée complètement au hasard. Elle comprend les mêmes éléments qu'avant, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Donc voilà, on a fait le tour de ce qui est vraiment important dans le module random. Maintenant, on va parler du module OS, que j'ai importé en haut, qui veut dire Operating System. Alors, dans le module OS, on trouve énormément de fonctionnalités. Toutes ne sont pas utiles en data science, en machine learning et en deep learning. Donc je vais rapidement vous montrer une de ces fonctionnalités qui peut s'avérer utile lorsqu'on désire savoir quel est le répertoire de travail dans lequel on est actuellement situé. Cette fonction, c'est la fonction getCWD qui veut dire Get Current Working Directory. Donc si on utilise cette fonction, alors quand j'exécute le programme, la console indique le répertoire de travail dans lequel mon module projet_2 est situé. Pour finir cette vidéo, on va parler du module globe, à l'intérieur duquel on trouve une fonction extrêmement utile, c'est la fonction globe. Cette fonction, elle nous retourne une liste qui contient tous les noms des fichiers que l'on a dans notre répertoire de travail. Pour ça, on écrit dans une chaîne de caractères étoile, ce qui nous permet de chercher tous les fichiers. Et si j'imprime cette liste à l'écran avec la fonction print, j'obtiens projet1.py, projet2.py et pycache, puisque ce sont les trois éléments qui sont sur mon répertoire de travail. Maintenant, imaginez qu'on ait d'autres types de fichiers dans notre dossier de travail, par exemple des fichiers .txt. Eh bien, à l'intérieur de notre chaîne de caractères, on peut filtrer
quel fichier on désire mettre dans notre liste qui nous vient de la fonction globe. Par exemple, si je veux mettre tous les fichiers qui se terminent par le format txt, je vais écrire étoile.txt. Et donc ça me donne file.txt, prénom.txt et ville.txt. Et c'est maintenant que les choses vont commencer à devenir très intéressantes. Parce qu'imaginez que ces fichiers contiennent des données que vous voulez analyser. Par exemple, dans le fichier prénom, j'ai différents prénoms. Dans le fichier ville, j'ai différentes villes, etc. Dans le fichier file, j'aurai d'autres types de données. Eh bien, on peut traiter toutes ces données à la chaîne en utilisant à la fois globe et la fonction open que l'on a vue dans la dernière vidéo. Pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est d'enregistrer le résultat de la fonction globe dans une liste qui s'appelle filenames, puis d'écrire une boucle for qui va effectuer des itérations sur cette liste, donc for file in filenames, double point à la ligne. Ensuite, on va utiliser notre fonction open avec la technique que je vous ai montrée la dernière fois, la technique with. Donc on va écrire with open, entre parenthèses, le nom du fichier, c'est-à-dire file, virgule, et disons le mode read. À ce stade, notre fichier f est ouvert, donc on va effectuer une action dessus. Par exemple, on va le lire, f.read. Et si jamais rien ne se passe, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas imprimé à l'écran le résultat de f.read. Donc à ce stade, voilà, on a successivement les différents contenus de mes différents fichiers, donc file, puis prénom, puis ville, qui sont affichés à l'écran. Maintenant, l'exercice pour cette vidéo, ça serait d'utiliser cette technique qu'on vient de voir, afin d'enregistrer dans une sorte de variable ou tout ce que vous voudriez à l'intérieur de Python, tout le contenu que l'on a en ce moment même à l'écran, c'est-à-dire le contenu qui nous vient de nos fichiers. Mais attention, je ne vous demande pas d'enregistrer tout ça simplement dans une liste, comme ce que je vous avais demandé de faire dans la dernière vidéo, mais au lieu de ça, d'enregistrer le contenu qui nous vient de fichier 1 dans une variable, ou une sorte de variable, qui serait associée à notre fichier 1. Puis d'enregistrer tout le contenu qui nous vient de notre deuxième fichier dans une variable qui est spécifique pour ce fichier. Et j'ai un petit indice à vous donner, c'est pour cette application que les dictionnaires trouvent toute leur utilité. Donc pensez au dictionnaire. En attendant, voici la réponse à l'exercice de la vidéo précédente dans laquelle je vous avais donné comme mission d'enregistrer dans une liste tous les éléments qui sont présents dans un fichier. Donc c'est un petit peu une question qui est en connexion avec l'exercice d'aujourd'hui. Et pour enregistrer toutes les lignes de ce fichier dans une liste, ce qu'on va écrire c'est with open fichier.txt en mode read as f, double point à la ligne. Et là, on va faire list qui est égale à f. Point, et on va écrire readlines. Et donc, ce code nous donne une liste dont chaque élément correspond à une ligne de notre fichier texte. Maintenant, vous pourriez vous dire, ah, c'est pas pratique parce que dans notre liste, on voit aussi qu'il apparaît le /n qui correspond au retour à la ligne qu'il y a dans notre fichier texte et qui est malheureusement ici invisible. Alors, si vous voulez vous en débarrasser, voici une petite astuce. En fait, à la place d'écrire readline, ce qu'il faut faire, c'est écrire read.splitlines. Et donc, en écrivant ceci, on a dans notre liste le symbole /n qui est complètement ignoré parce que l'algorithme comprend qu'il correspond au retour à la ligne et donc il l'ignore. Donc voici une des solutions à l'exercice de la dernière vidéo. Mais une autre solution qui peut être très intéressante, c'est d'utiliser les list comprehension. Donc on va créer une liste. On va ouvrir nos crochets pour faire une list comprehension. À l'intérieur de nos crochets, on va écrire qu'on veut enregistrer les lignes. Donc on va par exemple écrire line. Puis on va écrire notre boucle for. Donc on va écrire for line in open. Puis on va écrire fichier texte, virgule en mode read. Et là, si on observe notre liste, on obtient une liste qui, comme avant, comprend le symbole n. Alors ce qu'on peut faire, c'est une astuce un petit peu différente, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle strip. Et à ce compte-là, on obtient notre liste qui ne comprend plus le petit symbole /n. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons vu ce que sont les modules, les packages, nous avons vu comment créer nos propres modules, mais plus important encore, nous avons vu comment importer dans notre code des modules externes, ce qui nous permet d'avoir accès à une infinité de fonctionnalités. Avant de quitter cette vidéo, merci de me dire en commentaire quels sont vos modules préférés, ou bien ceux sur lesquels vous avez besoin d'aide, ceux sur lesquels vous aurez besoin d'une vidéo spécialisée.
En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, merci de la partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.